Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 27e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé La Heart, le chevaucheur des terres, a été diffusé le 10 avril 2021 et nous présente le combat de Pop et Yunkel face au guerrier dragon, alors que Baran de son côté poursuit sa recherche de Dai. Il adapte les chapitres 95 à 97 et les 5 premières pages du 98e. Nous attaquons ainsi le tome 11 de l'œuvre, un volume majeur dans le développement de plusieurs personnages principaux de l'intrigue. Les animateurs ayant participé à cet épisode ont du bagage. Parmi eux, nous pouvons compter sur Naohiro Shintani, le character designer de Dragon Ball Super Broly, Mitsuo Shindo, character designer de Candy, ou encore Akira Kano, character designer de Soten Koro également. Cependant, malgré ce surplus d'expérience, il faut avouer que ce 27e épisode est assez statique dans son ensemble. Hiroyuki Kakudo signe ici sa 4e participation à la série et n'a pas vraiment créé du dynamisme sur cet épisode, sans doute par manque d'animateurs spécialisés dans l'action. Cependant, même sans action, de nombreux dialogues sont ainsi dessinés avec des personnages de dos ou hors champ. Pour la direction de l'animation, c'est le 3e épisode à la charge d'Isamu Takara. Certainement dû à un planning serré, la priorité cependant a été donnée au combat et les dessins lors des scènes atterrantes sont bien moins uniformisés. Il est à présent temps d'analyser ce 27e épisode, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a été à la source de bien des déceptions au sein de l'équipe. Si vous avez apprécié l'épisode, vous n'allez probablement pas aimer notre analyse. Alors, préparez-vous de la camomille et respirez profondément. Allez, c'est parti. De manière surprenante, cet épisode commence par l'arrivée de Baran sur l'ancien champ de bataille, face à l'autel du culte du Chevalier Dragon, précisément là où avait supprimé les souvenirs de Dai. Cette scène a été déplacée ici, en effet, dans le manga original, il arrivait à Terran au début du chapitre 98, c'est-à-dire après le début de la confrontation entre Yunkel et La Heart. En même temps, le sort de Lura est assez rapide à bien y réfléchir, donc cette modification a du sens et cela permet aussi de mettre davantage de pression dans l'intrigue. Baran a ainsi droit à un plan bien badass sur son insigne et se dirige tranquillement vers Dai. D'ailleurs, en parlant du petit Dai, on entend un bruit assez étrange lorsqu'on le voit dans sa prison. Probablement pour souligner la résonance de son insigne ainsi que celui de son père. Une fois n'est pas coutume, l'épisode reprend les derniers moments du précédent, ce qui est un moyen de gagner du temps pour l'équipe qui a travaillé dessus. Ce procédé était assez rare sur cette adaptation jusqu'à maintenant. Ainsi, nous pouvons revoir Pop à la merci de Galdandi qui jubile de la situation avant que Yunkel ne s'invite à la fête, en le blessant grièvement à l'épaule. Pop est ainsi secouru par son rival en amour, une situation qui le met quelque peu mal à l'aise. Il s'agit de la toute première fois que ces deux personnages interagissent ensemble, sans Mam ou Dai. Dans le manga, lorsque Pop prononçait le nom de Yunkel, les 3 guerriers dragons avaient une réaction bien appuyée et il est dommage que leur dialogue ait été supprimé, car il permettait de bien mettre en avant notre beau gosse préféré ainsi que sa réputation au combat. Ici, les guerriers dragons n'ont aucune réaction particulière et La Heart se contente de préciser qu'il s'agit du guerrier dont Baran leur avait parlé. Dans le manga, on pouvait tout de suite voir que Yunkel portait son armure en bandoulière, à l'aide d'une chaîne, ce qui n'est pas visible ici. L'équipe a ainsi choisi de cacher complètement le côté gauche de son corps avec sa cape. La réalisation a néanmoins eu la bonne idée de bien mettre en valeur le cheminement de pensée de Yunkel lorsqu'il apprend par Pop que Dai a perdu la mémoire à cause de Baran, et que cerise sur le gâteau, il s'agit en réalité de son père. Nous avons le droit à des flashbacks sur le parcours de Yunkel à Karl et la découverte du cadavre d'Hawkins qui portait des stigmates avec la même forme que l'insigne du dragon. De même, il se rappelle aussi des pouvoirs qu'avait utilisé Dai pour sauver la princesse Leona.
Ce détail n'était pas indiqué dans le manga, et c'est une bonne idée de l'avoir ajouté. Toutefois, dans le manga, l'ancien Légat se demandait pourquoi Baran avait effacé la mémoire du jeune héros, et il ne semble pas se poser la question ici. Yunkel, dans sa grande assurance, dénigre les guerriers dragons. Borahorn et Galdandi répondent à sa confrontation, tandis que Lahart, quant à lui, préfère ignorer ses provocations. Dans le manga, on pouvait voir que Galdandi reprenait son épée à ce moment-là, pour reprendre le combat, car il l'avait perdu sous le choc du coup que lui avait infligé Yunkel, tandis que dans cette adaptation, il l'a dès le début. C'est un joli faux raccord, Michel. Un des gros problèmes de l'épisode apparaît autour du personnage de Galdandi. Il perd en effet une bonne partie de sa fureur d'origine ainsi que ses yeux exorbités de colère. Sa réaction était bien plus appuyée dans le manga quand Yunkel demandait à Pop d'en finir avec lui. On pouvait y voir une planche du pauvre Galdandi, la morve-bête qui ne pouvait pas supporter la suffisance de l'ancien Légat. Il perdait également son sang-froid dans les planches qui suivaient et le fait que Yunkel puisse imaginer une demi-seconde que Pop puisse le vaincre le mettait vraiment hors de lui. Ce passage édulcore donc une bonne partie de l'ambiance du manga à ce moment-là et des réactions vexées des guerriers dragons. Le contraste entre le calme de Yunkel et l'énervement de Galdandi est tout de même présent, mais bien loin de ce qui était représenté dans le matériel d'origine. On peut tout de même signaler un plan vraiment superbe de Galdandi reprenant ses plumes, avant de s'envoler pour terminer Pop. Malheureusement, la mise en scène est assez molle. On aurait pu s'attendre à une sensation intense de vitesse lorsque Galdandi fonce sur le jeune magicien, mais il n'en est rien. Ce manque de vélocité est particulièrement visible lorsque l'on compare les planches d'origine qui étaient dotées d'effets de vitesse absolument saisissants. En revanche, plusieurs plans ont été bien adaptés, comme le visage de Pop se préparant à l'offensive avant d'utiliser Tobirua pour s'envoler. Alors qu'il est persuadé de vaincre facilement son adversaire, Galdandi perd une de ses ailes en contre-coup du Bloody Scrape de Yunkel. Fort heureusement, ce passage n'est pas censuré, ce qui est appréciable pour comprendre l'action. On peut d'ailleurs voir que la douleur lui a fait lâcher son arme. Pop réussit à en finir avec son adversaire avec un magnifique yo. Enfin, magnifique, ça dépend de quel point de vue on se place. La double planche du manga était absolument superbe, avec des jeux de lumière maîtrisés. Ce passage est forcément resté dans les souvenirs des amateurs du manga, et force est de constater que, dans cette adaptation, c'est assez anecdotique. D'ailleurs, le plan qui adapte la planche d'origine n'apparaît qu'une demi-seconde, c'est assez surprenant. De plus, l'explosion qui s'ensuit est également très timide par rapport à la planche de base. Ainsi, l'adaptation de cette scène qui permettait à Pop d'avoir l'insigne honneur de tuer l'un des guerriers dragons est techniquement correcte, mais en termes de rendu général, en comparaison à la série originale, elle frise la catastrophe. Nous sommes bien tristes du résultat, mais nous n'en sommes malheureusement qu'au tout début. Ceci étant dit, elle a le mérite de proposer un plan fidèle du corps inanimé de Galdandi, même si il aurait été du plus bel effet d'y faire tomber quelques plumes, comme c'était le cas initialement. C'était typiquement ce genre de détail qui manque à cet épisode pour lui donner de la consistance. Pop a donné tout ce qu'il a et s'endort d'épuisement. Yunkel le félicite intérieurement, rappelant une des planches marquantes durant lequel il exprime un de ses rares compliments. A noter que le plan durant lequel Pop est à bout de force n'est guère esthétique et donne l'impression que le staff a voulu gagner du temps sur ce court dialogue en ne montrant les personnages que de dos. C'est au tour de Borahorn de prendre part au combat et d'interpeller notre beau gosse immortel. On peut noter qu'il prend dans ses bras la dépouille de Galdandi, ce qui n'était pas le cas dans le manga, dans lequel il ne faisait que constater son état. C'était une bonne idée de rajout afin de donner un peu plus de fraternité entre les guerriers dragons. Yunkel profite de cet instant pour sectionner les défenses de Borahorn. Dans la planche d'origine, le coup d'épée de Yunkel disposait d'un effet graphique rappelant celui qui illustrait la technique d'Avan, couper le ciel, ainsi que plusieurs Avanstrash complets. Ici, il a été retiré et c'est dommage car cela donnait une sensation de puissance et de précision à ce coup. En revanche, la perte des défenses a bien été illustrée et reprend fidèlement le manga. C'est d'ailleurs un des plus beaux plans de l'épisode. À ce moment-là, dans l'œuvre d'origine, le bad boy était affublé d'une puissante aura autour de son corps. Et ici, rien du tout. Cela pour notre plus grand malheur. De plus, le faciès de Lahart était également beaucoup plus expressif quand il sentait la puissance de son futur adversaire. Cela enlève de façon significative l'attention qu'il y avait lors de ce chapitre. Et il aurait été de bon ton de reprendre la direction initiale pour mettre en valeur le guerrier immortel.
Les guerriers dragons ayant osé malmener son frère d'armes, Yunkel leur fait savoir qu'il sera sans pitié avec eux. Le plan de cet épisode exprimant sa détermination est réussi. C'est un des bons points de l'épisode. Cependant, et même si le dessin est efficace, il ne tient malheureusement pas la comparaison avec la planche du manga qui clôturait magistralement le chapitre 95. Sérieusement, on n'aurait vraiment pas envie d'être en face de Yunkel à ce moment-là. Cette page était absolument splendide. Malgré le coup qu'il a encaissé, Boraorn se dirige vers Yunkel pour lui infliger une copieuse correction. D'ailleurs, à l'origine, il disait que cette défense était toute sa fierté, ce qui a été légèrement changé ici. On s'étonnera de l'animation sur le coup de poing du colosse envers Yunkel. Il n'y a pas de sensation d'impact lorsque le coup arrive sur l'ancien légat des immortels. Ainsi, il aurait été intéressant de placer un impact frame pour créer un minimum de suspense. Le travelling qui suit est superbe. C'est un super boulot de la part de l'équipe. Une autre grande réussite qu'on salue au passage. Cela dit, on aurait bien voulu voir le bras de Yunkel bouger un minimum à ce moment-là. En effet, dans le manga, on pouvait voir son bras trembler pour signifier qu'il mettait tout de même de la force pour contrer la puissance de Boraorn. Ceci dit, ces tremblements sont présents dans les passages qui suivent, lorsque le guerrier immortel indique qu'un de ses compagnons dispose de bien plus de puissance. Il parle naturellement de Crocodane, et le parallèle entre les deux créatures est intéressante. En effet, Boraorn a pour lui son souffle glacé, tandis que Crocodane utilise un souffle de chaleur. Physiquement, les défenses de Crocodane vont vers le haut, tandis que celles de Boraorn sont en bas. On a bien là un contraste entre le bourrin de la coterie des héros et celui de l'équipe de Baran. On pourrait noter que le duo Boraorn et Lahardt pourrait vaguement faire penser à celui de Vegeta et Nappa. Boraorn utilise sa technique ultime, une combinaison de ce Gold Breath et d'une attaque armée. Ce souffle glacé est censé être aussi puissant qu'un Mayado, le sort de glace le plus puissant. Ainsi, Yunkel aurait probablement été dans un sale état s'il n'avait pas utilisé son armure. La mise en scène de ce passage est plutôt efficace, bien que la réalisation soit assez classique. Au moment où l'ancien légat apparaît revêtu de son armure, Lahardt est très étonné. Dans le manga, sa réaction était en arrière-plan et donc secondaire, tandis qu'ici, il dispose de son propre plan, ce qui est une bonne idée. La passe d'armes entre Boraorn et Yunkel est assez anecdotique. Cependant, le point positif est que nous voyons bel et bien le corps de Boraorn se faire transpercer par le Bloody Scrade. Cette attaque reprend de fort belle manière la planche d'origine. Bon, bien sûr, la technique de notre héros est transformée en un jet de lumière afin d'esquiver la violence de la page, qui était bien plus généreuse en hémoglobine. Cela dit, on peut également voir du sang couler du corps de Boraorn, tandis qu'il s'effondre, et le sang disparaît encore une fois lorsque l'on voit son corps inanimé sur le sol. L'équipe aurait peut-être dû se mettre d'accord sur la direction à donner autour du traitement du sang dans cet épisode. On fait une petite pause dans cette adaptation à ce moment-là. En effet, l'épisode ajoute une scène inédite dans laquelle Merle ressent que le nombre d'ennemis diminue. Mais si ça n'ajoute pas grand-chose, c'est une bonne idée et il est à noter que le design général ainsi que la gestion de la luminosité dans les passages en prison sont de toute beauté. Paradoxalement, alors qu'ils ne constituent qu'un élément totalement secondaire de l'épisode, ce sont peut-être les plus réussis d'un point de vue purement technique. On retourne sur le champ de bataille. Le mystérieux Lahardt entre enfin en action et dispose lui aussi d'une armure équivalente à celle de Yunkel, l'armure à la lance maléfique. On apprend ainsi qu'ils ont toutes les deux été forgées par un individu nommé Lonberg. La transformation aurait pu être davantage plus soignée et fait partie des grandes déceptions de l'épisode. On aurait aimé davantage de travail de mise en scène après la transformation de Lahardt. Par exemple, un travelling pour nous faire profiter de son armure. Ici, le travail réalisé est minimaliste et beaucoup trop abrupt pour proposer quelque chose de percutant. C'est d'autant plus surprenant que cette transformation apparaît 2 fois dans l'épisode, avant et après Let Catch, comme pour nous infliger 2 fois une punition incompréhensible. Une anecdote intéressante concerne les seiyuu des 2 guerriers. Akira Ishida et Yuki Kaji, respectivement Lahardt et Yunkel, ont tous les deux interprété Judo dans les différentes adaptations de Berserk. Ishida en 1997 et Kaji sur l'adaptation de 2012. De plus, ils se sont aussi déjà affrontés dans un duel de cuisine dans l'anime Food Wars. Cela a dû être amusant pour eux de se confronter à nouveau. Dès le début, le guerrier dragon a annoncé la couleur en indiquant qu'il est un bien meilleur guerrier que Yunkel.
Et la force de ce personnage est que ses coups font état d'une précision étonnante. La situation devient cauchemardesque. Les planches originelles durant lesquelles Lahardt retire sa lance de l'armure est bien adaptée, et nous avons droit à des travelling efficaces lors de la préparation de son attaque. La vitesse de Lahardt est également bien mise en valeur dans cet épisode, avec un zoom sur le visage de Yunkel savoureux, tandis qu'il subit le premier assaut de son terrible adversaire. Les planches d'origine étaient un peu plus efficaces, notamment la sensation de danger immédiat, mais le travail de mise en scène reste correct. La musique sinistre accompagnant la scène est très bien choisie, bref, tout n'est pas à jeter pour autant. Lahardt continue d'insister sur sa supériorité en matière de technique et de vitesse, ce que va pouvoir découvrir Yunkel tandis qu'il essaye de l'attaquer. Son terrible adversaire crée alors des images rémanentes. Cela reprend exactement ce qui se passe dans le manga, dont les planches étaient toutefois plus efficaces dans la mise en scène en utilisant des plans variés. On avait déjà pu voir ce genre d'effort lors du combat de Dai contre Crocodile dans la forêt maléfique, lors de l'épisode 6, mais ici, la réalisation est différente. Le manga développait très bien en l'espace d'un chapitre l'écart qu'il y avait entre les deux guerriers, et la rapidité de ses coups était particulièrement mise en avant, en raison de jets de lumière. Un duel en armure, des jets de lumière en termes de rapidité, les planches faisaient parfois furieusement penser à du Sanseiya. Ça tombe bien, c'est moi qui fais la voix de cet épisode. Malheureusement, les échanges de coups sont hélas assez pauvres techniquement dans cet épisode et manquent cruellement d'effets. Ce combat n'est donc absolument pas à la hauteur de ce qu'il adapte, en particulier lorsque Lahardt prépare son enchaînement de coups avec une animation et des dessins indignes du manga. La réalisation va à l'essentiel et reprend difficilement les planches. La plupart des mouvements sont rudimentaires et manquent d'élégance. On sent ainsi que le staff a peiné à retranscrire la vélocité de Lahardt. Le combat est donc loin de retranscrire la qualité des planches et la mise en scène est peu recherchée. Ainsi, les impacts sur les coups que reçoit Yunkel ne sont guère impressionnants visuellement et se permettent même de faire appel à des plans fixes. De toute évidence, cet épisode a été sacrifié par rapport à ce qui suivra au cours de cet arc. Il faut tout de même noter que quelques planches vraiment très réussies sur le visage de Lahardt qui permettent de sauver le tout. Yunkel ne fait tout simplement pas le poids et son adversaire en finit avec son plus terrible coup, le Haken distal, ici nommé écorche-griffe dans les sous-titres de cette adaptation. Est-il vraiment nécessaire de revenir sur les termes de la localisation ? Son exécution fait débat au sein de notre équipe. L'effet est plutôt intéressant et fidèle. Cependant, les effets graphiques de la vague infligée par sa technique ont du mal à se distinguer des autres techniques du manga. Cela dit, le visage de Lahardt dispose d'un très beau plan durant l'exécution de son attaque et ravira les fans du personnage. La réaction de Yunkel au ralenti reprend quant à elle correctement le passage du manga, et la musique calme au piano qui accompagne la scène colle assez bien à son sentiment d'impuissance. Cependant, la technique pêche encore graphiquement, c'est assez discutable. Ainsi, l'impact et la destruction de l'armure de Yunkel auraient pu être bien plus impressionnants. Mais l'esprit de ce passage a plutôt bien été retranscrit, avec l'incapacité totale du guerrier immortel de riposter. On constate la puissance incroyable de l'attaque de Lahardt en voyant le corps inanimé de Yunkel, ainsi qu'une entaille parcourant le sol sur plusieurs mètres. Victorieux, le terrible guerrier se dit que Yunkel n'était qu'un humain après tout. L'épisode s'arrête tandis que Dai sent que quelqu'un approche, un homme qu'il connaît. En effet, Baran, toujours si classe, se dirige vers le château de Terran. Et on termine ainsi sur un plan absolument magnifique du Chevalier Dragon. Décidément, Baran impose le respect et permet de clore cette désagréable expérience sur une note bien plus positive. L'épisode 27 serait-il le moins bon de la série techniquement parlant ? Difficile à dire, mais nous attendions beaucoup du combat face à Lahardt et Yunkel, surtout moi. Même s'il dispose de quelques moments de fulgurance, comme quelques plans fixes magnifiques de Lahardt, nous ne pouvons malheureusement pas fermer les yeux sur la médiocrité de la mise en scène et le manque d'animation. Ainsi, le grand moment de bravoure de Pop contre Galdondi n'a pas été à la hauteur, la faute à des scènes trop timides qui n'ont pas efficacement repris la vélocité des planches d'origine.
La transformation de l'art est également minimalisme et ne rend absolument pas hommage au personnage. Il aurait mérité bien plus de travail et d'ambition sur son introduction. De plus, ce terrible adversaire dispose de coups supersoniques et cela demande donc un certain effort dans l'animation afin de refléter sa vitesse incroyable, ce qui n'a malheureusement pas été présent dans cet épisode. Les échanges sont ainsi assez anecdotiques et manquent cruellement d'impact. Les spectateurs ne connaissant pas le manga seront probablement bien plus indulgents et seront peut-être surpris par notre critique acerbe. Néanmoins, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la différence significative de niveau entre cet épisode et le matériel d'origine, ainsi qu'à l'épisode 26. Par ailleurs, l'épisode nous propose quelques répétitions de plans comme l'introduction, la transformation de l'Harald ou bien encore sur les corps de Brown et Galdondi, donnant alors l'impression à plusieurs reprises que la production de cet épisode fut très difficile pour les 5 animateurs présents sur cet épisode. N'y allons pas par 4 chemins, cet épisode a été sacrifié par le studio, probablement pour se concentrer sur ce qui va suivre et qui sera sans nul doute d'un tout autre niveau, en tout cas nous l'espérons sincèrement. Nous pouvons toutefois nous consoler sur les seiyuu de cet épisode qui ont tous été particulièrement bons et par l'insertion de quelques bonnes musiques. Cet épisode a donc été une véritable douche froide pour nous, les disciples d'Avon, et nous n'avions pas été déçus à ce point depuis l'épisode 15. Nous espérons évidemment que vous aurez apprécié cet épisode malgré tout. Cette 27e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à mettre un pouce bleu vers le haut pour nous donner du courage et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux respectifs ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont dans la description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine. Et sans rancune j'espère pour ceux qui ont aimé cet épisode.